Merci de me recevoir ici. Merci Monsieur Mullier et Madame Toulong de me recevoir ici. Je suis très honoré de ça dans ce chouette lieu qui est vraiment formidable. Je découvre toute la beauté de ce lieu. Alors je vais commencer par un petit peu me présenter. Donc je suis médecin psychiatre, je travaille en libéral et Covid oblige, ça a fait évoluer mon travail puisque maintenant je travaille à moitié en présentiel et à moitié en téléconsultation parce que tout le monde s'y est mis donc sur la plateforme care.fr, mais je suis aussi consultant, conférencier et blogueur. Je pratique comme thérapie la thérapie de l'acte, thérapie de l'acceptation et de l'engagement. La pleine conscience, j'interviens aussi pour Petit Bambou, l'application de téléphonique Petit Bambou, et j'ai créé un programme qui s'appelle Sommeil Serein pour favoriser l'endormissement, qui est un vaste sujet de consultation. Puis j'enseigne dans différents diplômes. Et puis ce que j'aime bien dire, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des années d'études pour essayer d'être très con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et pour un clown, c'est un compliment de dire qu'il est con. Et le clown, il fait de la pleine conscience sans le savoir, il fait de l'acte sans le savoir, et il a une flexibilité pour savoir jouer de tout et vivre quelles que soient les circonstances. Et donc, c'est des outils que j'utilise beaucoup en formation et auprès de mes patients, même s'ils ne savent pas que ça vient du clown, pour gagner en flexibilité psychologique. Alors, quand on m'a demandé de venir, c'était pour l'après-Covid. Mais on n'avait pas prévu qu'il y aurait un grand remplacement dans les crises. Donc, je vais tenir un peu de ce changement de contexte aussi pour, à la fois on sort d'une crise et à la fois il y a des soucis en ce moment. Donc, ça va influer obligatoirement sur ma présentation. Donc, les imprévus, ça bouleverse les équilibres. J'aime bien cette phrase de Forrest Gump qui dit la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et les imprévus, ça bouleverse et ça fait des échos intérieurs. Et ça nous fait des échos émotionnels, des échos de pensée, des échos de sensations physiques. Et on a à digérer tous ces événements de vie qui ne sont pas prévus, par définition. Et qui peuvent être source de peur. Et la peur, c'est quelque chose qui déforme notre perception de la vie et qui fait grossir plein de problèmes. Alors que parfois, les risques auxquels on est confronté, ils ne sont pas présents. Donc, c'est des lunettes déformantes la peur, qui déforment la réalité, et puis qui nous confrontent à la peur de mourir. Et finalement, cette peur de mourir nous crée surtout une peur de vivre. Et pour l'instant, on est vivant. Donc il y a une sorte d'urgence de vivre, de dévorer la vie, quelles que soient les circonstances, puisque de toute façon, comme dit Woody Allen, la vie est une maladie sexuellement transmissible, à pronostic toujours défavorable, donc rien de nouveau jusqu'à présent. Et puis, on a l'idée que la vie, on voudrait tous que la vie soit comme ça. Mais ça n'existe pas. Chez tout le monde, c'est comme ça. Chez tout le monde, il y a des aléas. Et il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont en lutte pour essayer que la vie devienne comme ça. Mais ça ne marchera jamais, ce ne sera jamais comme ça. Ou ils sont toujours en train de comparer leur vie avec leur idéal. Et puis, comme je vous l'ai dit, la vie, ça finit mal en général. Et c'est aussi une donnée, voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est aussi un sujet philosophique. Si on ne mourrait pas, on ne serait pas dans une urgence de vivre. Il y a un très bon film de Jim Jarmusch qui est passé pas très longtemps à la télévision qui raconte l'histoire de deux vampires qui sont éternels et on les voit dans une mélancolie parce que à quoi bon faire puisque de toute façon le temps dure sans fin. Donc c'est vrai que c'est une question philosophique. On a des crises qui nous éprouvent, qui nous inquiètent, mais aussi ça nous permet d'être les héros de notre vie et d'être dans l'histoire de notre vie pour vivre cette urgence de vivre. Et peut-être c'est en traversant les vies qu'on fait des choses, qu'on existe et finalement qu'on vit. Mais bon, nous sommes des êtres humains et tout ça, ça peut être source de stress. Et le stress, c'est une expérience physique qui n'est pas forcément évidente à vivre, qui peut nous déborder
à travers plein de pensées, plein de sensations physiques qui sont désagréables et qu'on veut éviter. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez des émotions, si vous avez des pensées, c'est que vous êtes normal. Souvent, les gens ils rêvent d'une vie sans pensée, sans émotion, mais ça, c'est une vie de cadavre. Donc, super qu'on ait des pensées, des émotions, même si de temps en temps, ça peut être désagréable, c'est normal, c'est de la preuve de notre humanité. Alors, pour aller plus loin, moi, j'aime bien expliquer comment fonctionne un être humain, rien que ça. Donc, je vous propose en un petit quart d'heure, si vous voulez, de lever le capot et de vous expliquer le fonctionnement de l'être humain, et vous verrez, ça nous donnera plein de clés par la suite pour gérer notre intériorité. Alors, un être humain, c'est fait d'un corps, d'une machine à fabriquer des pensées et d'une machine à fabriquer des émotions, qui sont en dialogue permanent. Donc, pour faire fonctionner tout cela, on va prendre un événement de vie, on va imaginer que vous êtes au supermarché le samedi matin et vous avez le cœur qui bat vite. Le cœur qui bat vite, c'est le corps qui s'exprime. Il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir le cœur qui bat vite le samedi matin au supermarché. Il fait chaud, vous avez couru, vous prêtez attention à votre cœur, vous portez des lourdes charges, plein de choses. Et puis on va imaginer que vous êtes des spécialistes de l'anxiété, et comme vous êtes des spécialistes de l'anxiété, votre tête va vous proposer des pensées automatiques qui vont vous dire « si j'ai mon cœur qui bat vite, c'est que je vais faire une crise d'angoisse ». Une pensée automatique, c'est une pensée qui s'impose à soi, qui ne fait pas l'objet de réflexion. Un petit peu comme si je parle en public, quelqu'un baille devant moi, je peux me dire ben, peut-être que je ne l'intéresse pas. C'est peut-être vrai, mais j'ai le droit de construire une pensée alternative qui serait de me dire ben, elle a peut-être fait la fête la veille, je ne sais pas. Peut-être que c'est la seule personne que je n'intéresse pas, peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Donc, ce qui évite de me construire un scénario catastrophe qui serait de me dire je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, j'embête tout le monde. Et les scénarios catastrophes, c'est comme des paires de lunettes qui vont déformer la réalité. Et je vais voir la réalité en fonction de ce scénario catastrophe. Et il suffit que ce matin, mon voisin ne me dise pas bonjour et que je me dise bah, lui aussi il me trouve nul, il ne calcule pas, vraiment je ne m'en sortirai pas. Et tout ce qui va m'arriver va me valider ce scénario catastrophe. Alors, je reprends un petit peu mon histoire. J'ai le cœur qui bat vite. Je me dis que j'ai fait une crise d'angoisse. De penser ça, ben, ça m'émeut, puisque je suis humain. L'émotion, ça se traduit dans le corps par une accélération du cœur. Voyons que ça s'accélère, je me dis que j'ai bien eu raison de penser que j'allais être angoissé. Et je vais valider l'hypothèse de l'anxiété, alors qu'au départ, peut-être que j'avais le cœur qui battait vite pour toute autre chose que l'anxiété. Il y a plein de gens qui ont du mal à faire de la place à l'expérience sensorielle des émotions et le fait d'être un être vivant qui fait qu'on a une sensibilité. J'aime bien dire que l'image de l'anémone, on peut être comme des anémones et il faut apprendre à faire de la place avec cette sensibilité pour ne pas être dans la réactivité. Donc l'idée, c'est qu'un être humain, c'est une immense caisse de résonance. Tout ce qui nous arrive, tout événement de vie et crise, ça crée des résonances en nous, comme la fameuse goutte d'eau de tout à l'heure. Et ça fait des résonances en termes de pensée, d'émotions, sensations physiques. Et tout ça nous crée une sorte d'énergie de vivre et ça nous permet de faire ce qu'on a à faire pour vivre. Et comme nous sommes des animaux, bah, vivre, c'est avant tout manger, se reproduire pour faire notre fonction animale. C'est à ça que ça sert le système, notre physiologie. Alors, malheureusement, de temps en temps, ça peut déborder à l'un des trois endroits. Quand ça déborde au niveau du corps, ça donne des somatisations. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. C'est le corps qui va exprimer l'excès de tension que produit ce système, toutes ces résonances intérieures. Quand ça déborde au niveau de la machine à fabriquer des pensées, ça va créer de la culpabilité, de l'irrumination, des phobies, voire de la dépression. Alors c'est là que je vais être un peu plus peut-être clownesque ou cru. Vous fabriquez de l'urine, mais vous n'êtes pas de l'urine, vous êtes bien d'accord. Vous fabriquez du caca, mais vous n'êtes pas du caca, rassurez-moi. Eh bien c'est la même chose, votre cerveau fabrique des pensées, vous n'êtes pas vos pensées. C'est important de faire la différence. Surtout parce qu'on a deux sources de pensées. Il y a l'être humain que vous êtes qui fabrique des pensées, et votre cerveau émotionnel qui fabrique des pensées. Notre cerveau émotionnel, il vient de l'époque des hommes préhistoriques, parce qu'il fallait anticiper que derrière le rocher, il n'y avait pas un tigre aux dents de sabre
parce qu'une fois qu'on le voyait, on était mort. Donc il nous fait des propositions comme ça à l'avance. Et on a à faire le tri dans ses pensées. Alors heureusement, aujourd'hui, il nous est quand même utile ce cerveau émotionnel, parce que si le plafond s'écroule, s'il y a le feu, si je vous agresse, il va vous dire de foutre le camp. Là, ça fonctionne bien. Mais des fois, il fonctionne comme si vous aviez un Doberman dans votre jardin. Il y a quelqu'un qui passe le long de la grille. Il dit « Ouh là là, c'est peut-être un intrus, mon besoin de sécurité est malmené, donc dans le doute, j'aboie. » C'est très logique pour le Doberman. Mais il ne se rend pas compte que ça fait peut-être 20 ans qu'il aboie contre tout le monde. Et donc pour le propriétaire, l'être humain que je suis, eh ben, je suis très embêté. Et donc c'est intéressant de voir qui gouverne dans notre tête. Est-ce que c'est l'être humain que je suis ou mon cerveau émotionnel? Peut-être quand quelqu'un me fait une queue de poisson et que je m'énerve, c'est peut-être pas l'être humain que je suis qui s'exprime. Donc c'est toujours intéressant de repérer comment notre système émotionnel réagit aux événements de vie. Et en période de crise, eh ben, il va réagir encore plus, de façon plus sensible. La machine a fabriqué des émotions. Elle répond à cette phrase de Charles Darwin qui dit « Les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. » Donc si je suis face à une bête féroce, j'ai peur. La peur m'informe que mon besoin de sécurité est malmené et me donne de l'énergie pour satisfaire mon besoin de sécurité. La tristesse m'informe que j'ai à renoncer. Si quelqu'un est décédé dans ma famille cette semaine, je suis triste. J'ai à renoncer que cette personne n'appartient plus à mon présent. La colère m'informe que mes droits sont bafoués. La honte, ça nous informe qu'il y a un risque d'être exclu du groupe. Pourquoi c'est important d'être exclu du groupe? Parce que je vous rappelle, on est fait pour vivre à l'époque du Paléolithique. Et à l'époque du Paléolithique, pour survivre, il fallait être en groupe. Nous sommes des mammifères, des animaux grégaires. Donc c'était très dangereux d'être exclu du groupe. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces réflexes émotionnels qui nous viennent de cette époque. Donc, une autre manière de voir les choses, c'est que la colère, ça nous aide à repousser, pour poser des limites personnelles, défendre l'espace vital, dénoncer les injustices. La tristesse à lâcher vers le bas, c'est pour lâcher prise, attirer la compassion. La peur, ça nous aide à reculer, à fuir le danger. Et la joie, ça nous aide, ça nous encourage à continuer. Et comme je vous ai dit, les émotions, c'est à la fois une information et à la fois de l'énergie. Si vous vous souvenez du film de Forrest Gump, à un moment donné, il a une grosse émotion, il part courir pendant 2 ans. Puis d'un seul coup, il va mieux, il rentre à la maison. Il s'arrête d'un coup. Ça y est, ça mieux, il a purgé. Et alors, les émotions, ça nous informe de nos besoins. Mais comme nous sommes des homo sapiens, des hommes qui pensent, eh ben, le fait de juger et commenter, ça crée des émotions. Si je suis en colère contre mon fameux voisin qui ne m'a pas dit bonjour ce matin, et que j'estime que mon droit à respect a été bafoué, ben ça me met en colère. Mais en fait, dans la réalité, il a le droit de ne pas me dire bonjour. C'est moi qui ai jugé qui devais me dire bonjour. Donc on a beaucoup d'émotions parce qu'on passe notre temps à juger et à commenter. Et c'est vrai que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit autour, il y a plein de choses qui, toutes ces crises, ça nous donne à juger et à commenter. Alors que dans la réalité, malgré tout, pour l'instant, ici, dans cette pièce, tout va bien pour tout le monde. Mais voilà, notre machine à penser nous déclenche les émotions que nous avons à gérer. Et puis, ça peut donner des réactions absurdes quand ça dysfonctionne. Une réaction absurde, c'est quand c'est absurde par rapport à l'événement de vie déclenchant. Moi, j'avais une patiente le vendredi soir, elle était tendue, elle était fatiguée. Cette tension débordait chez elle par une crise de boulimie le vendredi soir. C'est complètement absurde de s'apaiser par une crise de boulimie. Le comportement alimentaire, c'est source de beaucoup de réactions absurdes. Parce qu'on mange pour s'occuper, on mange pour se remplir, pour s'apaiser, pour autre chose. Il y a beaucoup de gens pendant le Covid qui ont grignoté, qui ont pris de l'alcool, il y a une surconsommation de drogue, ainsi de suite, pour s'apaiser. Donc il y a plein de sortes de réactions absurdes. Donc le comportement alimentaire. Moi, le hasard de la vie fait que je suis devenu spécialiste de la trichotillomanie. La trichotillomanie, c'est plutôt des femmes qui s'arrachent les cheveux à devenir chauves pour purger sa tension. C'est complètement absurde. L'équivalent chez les hommes, j'en ai pas vu pour l'instant ici, c'est les hommes qui trépignent de la jambe. On voit en réunion, il y a plein de trépigneurs. Voilà, c'est une fausse bonne solution pour purger la tension intérieure. Mais ça peut être se ronger les ongles, fumer, l'agressivité, la sexualité. Il y a plein de réactions absurdes pour purger sa tension.
Et dans les périodes de crise, on a vu qu'il y avait plein de gens qui pouvaient avoir ce type de comportement qui venait parasiter leur façon d'être dans cette période. Pour résumer, un être humain, ça fonctionne comme une centrale nucléaire. Pour vivre, il faut fabriquer de l'énergie. Mais si on en fabrique trop, ça risque de déborder. Dans une centrale nucléaire, il y a un système de refroidissement qui est l'eau. Chez l'être humain, le système de refroidissement, ce n'est pas l'eau, c'est la respiration ventrale, la relaxation et la méditation pleine conscience permettent de mieux observer comment ça se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir s'ajuster. Alors, ce qui se passe, c'est que selon moi, notre système émotionnel se met en mode turbo à l'adolescence. À l'adolescence, pensée, émotion, sensation physique, pensée, émotion, sensation physique, jusqu'à ce que ça... Ah, j'arrive plus à parler, jusqu'à ce que ça tilte, excusez-moi. Et c'est pour ça que c'est à l'adolescence qu'apparaissent tous les problèmes de santé, problèmes alimentaires, la cigarette, la drogue, tous ces problèmes-là. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour gérer tout ça. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur qu'on apprenne la méditation, la pleine conscience à l'école primaire pour leur donner des outils pour gérer cette accélération de leur système émotionnel, ce chantier qu'est l'adolescence. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont souffert pendant les crises parce qu'ils n'avaient pas les outils pour gérer ces crises. Donc c'est important qu'on profite de cette situation pour se dire on va faire l'effort de leur donner les outils nécessaires pour les prochaines crises, en tout cas les crises de la vie qui sont inhérentes. Une autre manière de voir les choses, c'est qu'on a une sorte de balance intérieure en nous. Ce qui appuie du côté des émotions négatives, c'est les événements de vie, certains événements de vie. Bah, si quelqu'un décède dans ma famille, je ne saute pas forcément de joie, quoique. Mais en tout cas, dans certaines cultures, ce n'est pas forcément un gros problème. C'est aussi un événement de vie, un décès. Les ruminations, ben, ça crée des émotions négatives. Ce qui appuie du côté des émotions positives, c'est les états du corps et le lien social. Les états du corps, ça peut être autant aller chez le coiffeur que faire de l'activité physique, que se faire masser, que méditer. Dès qu'on joue sur le corps, eh ben, ça nous apaise. Et le lien social, on est des animaux grégaires. Donc c'est pour ça que pendant le Covid, c'était violent, parce qu'on nous a enlevé 2 piliers de notre humanité. On ne pouvait plus se toucher, et puis on ne pouvait plus se rencontrer. Donc ça a été assez violent. Donc pour sortir de la crise avec force, pour reprendre le thème, c'est important de revenir dans le relationnel, de revenir dans la vie, revenir en contact les uns et les autres. Pour vous donner un exemple de cela en pratique, j'avais autrefois une entreprise qui mettait en place des espaces d'écoute et d'expression en cas de restructuration ou fermeture de site d'entreprise. Et on intervenait chez des fabricants de pneus et qui avaient un plan social. Et puis en France, dans un plan social, entre l'annonce du plan social et la réalisation, il y a souvent un temps mort qui dure 1 an. Donc vous imaginez les gens qui étaient à 100% à l'atelier, 100% activité physique, qui devaient aller en recherche d'emploi, 100% activité intellectuelle, il y avait un grand risque dépressif. Et bien dans les ateliers de transition professionnelle, on a mis en place des ateliers d'activité physique pour restaurer, je dirais un mot très laid, le capital humain des gens. Donc c'est important de bouger son corps et c'est ce qu'on proposait dans la crise et puis après la crise à plein de gens d'avoir suffisamment d'activité physique. Et quand il y a trop d'anxiété, eh ben, ça suit la règle des 3 F. Eh ben, F comme fight, on rentre en lutte. F comme flight, on fuit. F comme freeze, on est figé comme un lapin devant les phares. Puis il y a une autre manière aussi, face aux crises, c'est de s'évader, de vagabonder. Et je vous conseille ce formidable livre de Jack London, Le Vagabond des étoiles, où c'est quelqu'un qui est dans le couloir de la mort, et comme c'est terrible, ben il part dans un imaginaire, et il vit dans un imaginaire pour sortir de la souffrance. Et c'est une manière aussi de s'échapper par la lecture, par un ensemble de choses, de nourrir cet imaginaire qui est une ressource pour nous. Donc pour résumer, face à une situation, face à une crise, ça nous crée une expérience intérieure qui est faite de pensées, d'émotions.
Les émotions, il y a deux possibilités. Soit si on les commente, si on les refuse, si on lutte contre, si on panique face aux émotions, bah, ça va les faire grossir. Si on les accueille, si on prend l'information, si on utilise l'énergie, si on laisse passer la vague, parce qu'une émotion, ça a un début et une fin toujours, si on sait se distraire pour ne pas rester le nez sur l'émotion, si on s'ancre dans l'instant présent parce que l'émotion nous fait aller dans le passé au risque de ressasser, aller dans le futur au risque de paniquer, et à preuve du contraire, aucun de nous connaît le futur, hein, sinon on jouerait tous au loto. Donc la solution, c'est de rester dans le présent. Et plus on est dans une crise, plus il faut s'ancrer dans le présent. Alors je vais reprendre mon image crue, excusez-moi. Quand vous faites un gros caca, si vous passez votre journée à regarder votre caca, vous trouvez que ça pue et que vous avez une vie de merde. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Vous tirez à la chasse d'eau, vous allez voir ailleurs, alors, rassurez-moi. Eh bien, il faut faire la même chose dans la tête. Il ne faut pas rester sur certaines pensées. Sinon, ça fait de la merde dans notre tête. Donc il faut savoir, c'est ce qu'on appelle la flexibilité attentionnelle, porter son attention sur autre chose. On n'est pas obligé de rester sur les nouvelles, sur un ensemble de choses. On peut revenir sur ce qu'on fait, être présent là, présent à son jardin, présent à ses activités, et faire attention de ne pas se laisser distraire par toutes ces choses qui vont alimenter notre stress, notre anxiété. Moi, j'aime bien ce mantra, j'accueille et j'accepte d'avoir des émotions. Cela signifie que je suis un être vivant et un être émotionnel et un être humain. Donc la prochaine fois que vous avez quelque chose qui vous met en colère, qui vous stresse, qui vous énerve, au lieu de partir au quart de tour, bah dites génial. C'est-à-dire que je suis bien vivant, c'est quand même une bonne nouvelle, même si la situation est très chiante. Toujours pareil, hein, le jour où on n'a plus de pensée et d'émotion, ça veut dire qu'on est mort. Donc super. Je ne sais pas, vous préférez être un humain ou un robot ou une machine à café? Bon, bah voilà, on a des émotions quand on est humain. C'est comme ça. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est de faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est embêtant, gênant, désagréable, inconfortable. Ce qui est grave, par définition, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Si je perds mon téléphone, c'est pas grave, hein. Je ne vais pas mourir. Mais peut-être c'est très embêtant parce que je n'ai peut-être pas l'argent pour m'en racheter un autre. Je vais perdre des photos qui me sont précieuses. Mes patients ne vont pas pouvoir m'appeler. Donc c'est peut-être très embêtant. Pourquoi c'est intéressant de faire cette différence? Parce que je vous rappelle que vous avez un cerveau émotionnel qui est obsédé par la survie. Donc si vous dites que c'est grave, ben votre Doberman, il sort de sa niche et va mettre le bazar dans votre intériorité. Donc il faut comprendre que les mots sont des stimuli. Donc ça demande de choisir avec précision les mots pour décrire votre réalité. Sinon, il y a un effet domino en vous de pensées et d'émotions qui vont faire un vécu anxiogène ou douloureux. Donc ce n'est pas la méthode Coué de dire de nier ce qui se passe, mais c'est d'être précis dans la manière de nommer les choses. Et vous ferez cette expérience de bien différencier ce qui est grave et le reste, et vous verrez que ça apporte une grande différence. L'autre chose, c'est la double peine. Si je casse mon téléphone et que je m'énerve, j'ai deux peines. Non seulement mon téléphone est cassé, mais j'ai les conséquences de mon énervement. Et ce n'est pas parce que je vais m'énerver que mon téléphone va se réparer plus vite. Donc c'est intéressant de regarder quand est-ce qu'on se met en double peine pour éviter cette double souffrance. Donc dans les crises, il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui on échange, avec qui on communique. Donc il faut parfois savoir arrêter les informations ou alors les écouter une fois par jour, pas plus, parce que chez certaines personnes, c'est source de psychotrauma. Les réseaux sociaux sont aussi les commentaires, les jugements, comme on a vu, c'est source de souffrance. Il faut savoir avec qui on discute. Il y a des gens qui sont apaisants dans les discussions, puis il y a d'autres personnes, on se monte un peu le bourrichon et puis on va auto-entretenir l'angoisse. Il y a déjà suffisamment dans la réalité d'aller à surmonter, à négocier, pour ne pas se rajouter cette double peine avec les échanges que l'on a. Donc ça, c'est une autre clé aussi importante. Et il y a des patients, on leur dit, arrêtez de regarder les informations. Alors que faire?
Déjà, de faire la différence entre ce qui nous stresse, ce qui peut arriver et ce qui arrive vraiment. Souvent, il y a une grande différence. Donc, se poser les questions, où est le problème? Le pire est-il sûr? Est-ce si grave? Et que puis-je faire? Et des fois, quand on relative les choses, eh ben, ça va beaucoup mieux. Hein, certes, il y a des choses qui nous inquiètent, hein, mais il y a plein de choses qui ne nous arrivent pas. Et puis, essayer de faire le tri sur quoi on a du contrôle et sur quoi on n'a pas de contrôle. Pour ne pas être rentré en lutte sur des choses qu'on n'a pas de contrôle. Et garder son énergie pour agir sur quoi on a du contrôle. Je vous donne des exemples. Je n'ai pas de contrôle sur la maladie, le passé, le temps qu'il fait, la méchanceté des autres, les injustices, ce que les autres décident, la mort. Mais j'ai du contrôle sur ce que je dis, ce qui sont mes amis, ce que j'apprends de mes erreurs, ma gentillesse, mes efforts, ce que j'écoute, ce que je décide. Voilà, il y a des trucs. J'aime bien cette formule que j'appelle la règle des 5 C, qui dit c'est con, mais c'est comme ça. J'aime bien rajouter pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver contre, c'est comme ça. Maintenant, c'est plutôt comment je vais négocier tout cela. Toujours pour sortir de cette double peine. Puis, faire attention au regard. Tous nos regards sont biaisés. Et notamment sur les regards sur ces crises, probablement qu'il nous manque plein d'informations pour bien les comprendre et bien le connaître. Donc, il faut faire attention de ne pas alimenter notre machine à penser parce qu'on est dans un monde médiatique, dans un monde de communication émotionnelle et probablement que la réalité est différente de ce qu'on va. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai été dans des situations médiatiques, ce que je voyais dans les médias n'avait rien à voir avec ce que je vivais. Alors, il faut aussi travailler, on travaille l'acceptation. L'acceptation, c'est savoir accueillir ce qui est, sans rentrer dans un blabla, hein. Soit on se dit il pleut, soit on fait tout un pataquès parce qu'il pleut. J'aime bien cette phrase qui dit « Donnez-moi la gentillesse, la sérénité plutôt, d'accepter que mes parents ne pourront pas changer ». On est peut-être tous passés par là. Et puis, l'épreuve nous transforme. On grandit à travers l'épreuve. Donc, certes, les crises sont parfois douloureuses, mais c'est aussi quelque chose qui nous éprouve, qui nous donne la possibilité de nous transformer. Et puis, plus on lutte contre notre peur pour nos angoisses, plus on va se laisser submerger par elles. Et plus on fait de la place à notre angoisse, on fait de la place à ce qu'on ressent, à notre vécu, et bien peut-être que ça peut être un allié qui peut nous aider à traverser l'épreuve. Et d'ailleurs, dans notre société, on discute beaucoup, pour nos adolescents, de la perte des épreuves. Il n'y a plus le bac, ça se rétrécit. Avant, il y avait le service militaire servait à ça. Je dis d'autant bien que j'ai réussi à l'éviter. Mais par exemple, il y a une étude qui m'a toujours fasciné. Autrefois, quand il y avait le service militaire, on avait le droit d'être objecteur de conscience. Ça paraît bien objecteur de conscience parce qu'on a le droit d'être contre la guerre, on a le droit de trouver qu'on perd son temps, toutes ces choses-là. Mais il y a une étude qui a montré que chez les objecteurs de conscience, il y avait il y avait une personne sur deux qui faisait une décompensation psychiatrique pendant l'objection de conscience. Donc ça veut dire que peut-être qu'on était objecteur de conscience, non pas par idée, mais par difficulté à s'adapter à quelque chose qui était peut-être con. Donc ça permet de relativiser. Hein, toujours, j'en reviens à cette idée de nos capacités à nous adapter aux aléas de la vie. Puis il y a cette machine à blabla qu'on a, hein, qui blabla. C'est intéressant de l'observer, cette machine à blabla. Et puis on peut même avoir des diplômes de blabla, puis des fois, à force de blablater, paf, ça déclenche des émotions. Donc, c'est aussi faire attention à ça, de ne pas être toujours dans le jugement, dans le commentaire de ce qui se passe. Je crois que dans notre époque, il faut savoir développer une continence mentale. Je reviens toujours à mes histoires de pipi-caca. On a pris cette continence sphinctérienne. Peut-être que ça serait bien d'avoir une continence mentale et de pouvoir être juste là avec ce qui nous arrive. Hein, c'est un peu la méditation aussi là, pour sortir de ce jugement commentaire qui risque de nous créer cette fameuse double peine. Et donc faire le tri de nos pensées. Et nos pensées, notre machine à penser, nos émotions, elles secouent notre cerveau un peu comme un pommier. Quand on secoue un pommier, on ne mange pas toutes les pommes.
Il y a des pommes qui sont bonnes, on n'a pas faim pour toutes les pommes, il y en a certains qui sont pourris. On fait le tri. Et donc, c'est tout un travail qu'on fait en thérapie, de savoir trier pas les pommes, mais les pensées. Ça m'est utile, ça m'est pas utile, dans ce que me propose mon cerveau émotionnel. Alors, moi, je fais comme thérapie de l'acte. L'acte, c'est une thérapie comportementale et cognitive dite de troisième vague. La première vague, c'est Pavlov, il y a un comportement, on change de comportement. La deuxième vague, c'est Beck et Watson, c'est-à-dire qu'il y a des pensées automatiques, on essaye de trouver des pensées alternatives pour faire la restructuration cognitive. Dans la troisième vague, on travaille plutôt dans l'ici et le maintenant. L'objectif, c'est d'essayer d'incarner les valeurs de vie, d'être dans l'acceptation de ce qui est à l'intérieur de nous, nos pensées, nos émotions, et d'essayer de faire ce qui marche selon les contextes. Et l'ACT, c'est un acronyme qui veut dire Acceptance and Commitment Therapy, thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Et on utilise beaucoup de métaphores. Et la métaphore de l'acte, c'est le surf. La vie, les événements de vie, c'est comme des vagues. On ne sait pas quelle vague va nous arriver. Les émotions, c'est comme des vagues. Si on lutte contre les vagues, on finit par boire la tasse. Si on veut comprendre pourquoi il y a des vagues, ben on peut faire des tests jusqu'à la fin de sa vie. Donc vivre, c'est choisir quelle vague on veut prendre et essayer de la surfer pour se rapprocher de ce qui compte pour nous. Et puis si on ne rentre pas dans la mer, on finit comme Brice de Nice. On passe à côté de sa vie. Donc moi, mes patients, très souvent, au début d'une consultation, je leur dis, mais comment vous avez surfé la vie depuis la dernière fois? Parce qu'on a tous des choses à négocier. Et selon les périodes de vie, soit c'est des petites vagues, soit c'est des grosses vagues dans les périodes de crise. Donc comment on arrive à négocier ça, ce qui se présente à nous, tout en se rapprochant au mieux qu'on peut de ce qui compte pour nous. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, excusez-moi. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le soir de faire ce que j'appelle un sas de décompression. Parce que dans la journée, on est dans le faire. Et c'est parce qu'on est dans le faire toute la journée que quand on arrête de faire physiquement, ben notre cerveau continue à faire. Et qu'on pense, on pense, on pense. Et c'est comme ça qu'on a du mal à dormir, qu'on décompense le soir, c'est le soir qu'on grignote, qu'on boit de l'alcool, tous les problèmes dont on peut être vulnérable. Donc le sas de décompression, c'est le soir se donner un quart d'heure pour revenir au sensoriel, pour revenir à l'instant. Ça peut être changer de vêtements, ça peut être prendre une douche, ça peut être se promener dans le jardin, ça peut être marcher dans la rue comme un touriste, pour être simplement là dans l'expérience sensorielle. Ou la cérémonie du thé à la japonaise. C'est une cérémonie où on est vraiment dans l'instant, dans ce qui se passe, dans l'expérience de ce qui se passe. Donc ça peut être en période de tumulte, ça peut être une bonne manière de se remettre en ordre le soir. C'est-à-dire que dans la journée, ça nous met en désordre façon Rubik's Cube, et le soir, on se remet en ordre. Et dans les périodes de crise, il faut savoir se remettre en ordre plus souvent. Et c'est une manière de débrancher le mental, de revenir dans le sensoriel. Et pour les troubles du sommeil, c'est quelque chose d'important. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est dire que la vie est comme jouer au foot. Si vous voulez jouer au foot, il faut être sur le terrain. Si vous commentez le match, vous êtes dans les gradins. Et ce n'est pas dans les gradins qu'on marque beaucoup de buts. Et puis commenter chaque passe, ce n'est pas forcément significatif, intéressant. Donc c'est intéressant de regarder, est-ce qu'on est sur le terrain de notre vie ou dans les gradins en train de commenter notre vie. Et encore plus dans les périodes de crise, il faut apprendre, c'est une opportunité d'apprendre d'être encore plus sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a plein d'anxieux, dans les périodes de crise, ils vont beaucoup mieux. Parce que l'anxiété, c'est une maladie de l'imaginaire. Et quand il y a des vrais problèmes réels, ils sont ancrés dans la réalité. Et donc c'est important qu'on reste dans cette réalité au cours de ces crises et après ces crises. Et qu'on travaille cet ancrage. Les émotions se digèrent aussi avec la respiration, et notamment cette fameuse respiration ventrale, où il faut essayer les respirations ventrales, je mets un peu de profil, ici ça ne bouge pas, il n'y a que le ventre qui bouge. Et ça, on ne sait pas forcément tous le faire. Et quand on est en période de difficulté, on a tendance à se mettre en apnée. Et plus on se met en apnée, plus ça crée des pensées automatiques. Donc il faut savoir mettre en place cette respiration ventrale, et comme la cohérence cardiaque,
et à respirer, on a l'impression qu'on gonfle un ballon de basket et on dégonfle un ballon de basket. On inspire pour faire toute la place à l'émotion que l'on a et on expire pour repousser toute la tension qu'on a. On inspire pour faire de la place à tout ce qu'on vit et on expire pour repousser toute la tension que ça nous procure. Et quand il y a des événements difficiles, eh ben, il faut encore plus respirer et des fois, ça demande des heures, des journées de respiration pour digérer les choses douloureuses que l'on vit. Donc la cohérence cardiaque, c'est un outil qui est très utile. C'est savoir respirer pendant 3 fois par jour. On met 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer avec le ventre, et on fait ça pendant 5 minutes. Et ça permet de digérer les émotions, s'ancrer dans l'instant présent et s'apaiser. Et donc, dans les périodes de crise, c'est l'occasion d'apprendre de tous ces outils qui peuvent nous être utiles par la suite. Donc, comme je vous ai dit, c'est apprendre à se recentrer dans l'instant. Comme le futur est incertain, en crise et après la crise, le vrai endroit où on peut vivre, c'est dans l'instant présent. Et c'est pour ça que j'aime bien cette photo qui dit quel jour on est. Dit Pou, c'est aujourd'hui, c'est mon jour favori. Parce que c'est le seul endroit où on peut vivre. C'est maintenant. Et il y a urgence de vivre. Donc la méditation et la pleine conscience, c'est quelque chose qui est très utile, qui a de nombreuses vertus sur la santé, sur l'esprit. Donc c'est pour accueillir ce qui se passe, pour accueillir ce que l'on vit et puis muscler nos capacités d'attention pour pouvoir négocier au mieux notre vie. Et j'en reviens toujours, les périodes de crise, c'est aussi l'occasion d'être sensibilisé sur toutes ces méthodes qui pourront nous être utiles par la suite, sur notre manière de négocier la vie. Et la méditation, ça ne se fait pas simplement assis. On peut être présent à soi quand on prend sa douche, quand on est vraiment là en train de prendre sa douche et pas en train de penser ce qu'on va faire après. On peut être présent à soi quand on marche et pas penser à la réunion suivante ou ce qu'on a à faire. On peut même être présent à soi quand on parle ou quand on fait la vaisselle et pas que quand on fait la grenouille, comme le fameux livre « Calme et attentif comme une grenouille ». Donc, voilà, la vie ne se passe pas toujours comme on veut. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut choisir la manière dont on se dirige. De la même manière, on ne peut pas contrôler les paroles de certaines personnes ou comment ils vous traitent, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagissez. Donc les crises, c'est l'occasion d'apprendre tout ça, d'apprendre à être plus professionnel dans sa manière de vivre. Donc ça, je vous l'ai dit, cette phrase. C'est vrai qu'à une époque, dans les années 70, on parlait de no future. C'est une manière un petit peu provocatrice de dire que la vie, c'est maintenant. Le futur est incertain. Alors, ça pose parfois des questions, tout ce qu'on vit, ces crises, des questions existentielles. Alors, on discutait tout à l'heure et des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une période où l'humanité est dans la préadolescence, en crise, et que peut-être notre époque manque un peu de maturité et qu'on ferait bien de gagner un peu de maturité, de sortir de cette réactivité, de cette violence. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de réfléchir pour sortir avec force de nos crises, de notre humanité, ce que c'est d'être un humain, certes d'un point de vue général, mais aussi nous, comment on se comporte dans la vraie vie. Parce que avant de faire la révolution de façon collective, faisons la révolution chez nous. Regardons comment nous nous comportons, comment est-ce que c'est notre Doberman qui s'exprime, on est dans la réaction ou on est dans des valeurs qui comptent pour nous, de la bienveillance, de la gentillesse, de l'accueil, pour avoir cette sérénité de vie. Donc ça, on en a un petit peu parlé, donc de se remettre en ordre, faire le sas de décompression, s'ancrer dans le présent, rester en lien. Des petits outils pour améliorer notre santé mentale. Méditer, on l'a dit. Faire un journal où on note ce qui nous a plu dans la journée, ce qu'on a savouré dans la journée, nos fiertés, ou les opportunités chaque jour. Moi, j'aime bien faire des carnets d'opportunités. Je vais être un peu caricatural, je casse ma voiture, c'est l'opportunité de marcher à pied ou de m'en racheter une autre. Mais vous voyez, plutôt que voir dans nos épreuves ce qui ne va pas, c'est peut-être aussi l'occasion de noter les opportunités que ça nous ouvre.
faire des tâches dans lesquelles on est bon pour se recentrer sur soi, pour que ça nous encourage. Réinvestir l'extérieur, et c'est vrai qu'il y a eu tout le syndrome de la cabane pendant le Covid, on avait tendance à être enfermé, hein, ça demande peut-être un effort de ressortir dehors, de revenir à des réunions comme ici, ou de recroiser des gens, mais c'est aussi un effort à faire de revenir dans la vraie vie. Pratiquer la gratitude, hein, il y a plein d'études qui ont montré que le fait d'être dans la gratitude, ça aide à mieux vivre. Il y avait l'une des championnes du monde du bonheur, c'était, je vais oublier de son nom, elle doit être morte maintenant parce que la dernière fois que j'ai vu, elle avait 103 ou je ne sais plus combien d'années. C'était une musicienne qui avait fait le camp d'Auschwitz. Donc, camp d'Auschwitz, je pense que ça devait être très terrible. Et elle était musicienne. Et dans le camp d'Auschwitz, elle avait la chance de pouvoir faire partie de l'orchestre d'Auschwitz. Et à chaque instant, elle remerciait la vie, malgré toute l'horreur qu'elle vivait, de pouvoir faire sa musique. Et presque tous les matins, elle disait « Je suis heureux, merci de voir la lumière, merci de voir… Elle était dans une gratitude permanente. Et donc, il y a plein d'études qui ont montré que d'être dans la gratitude de ce qui se passe, la gratitude que vous m'accueillez ici, la gratitude de votre présence, tout ça, ça participe à notre bien-être. Donc, faire de l'activité physique, c'est anxiolytique et antidépresseur. Se parler gentiment. Hein, on est dans une société, on peut très vite, hein, on en a parlé dans les réseaux sociaux, d'être dans une conversation émotionnelle. Apprenons à ne pas être d'accord. C'est pas grave de ne pas être d'accord. Apprenons à être dans le doute cartésien. Des fois, on ne sait pas ce qu'il faut en penser. Faire des activités créatives pour toujours que les émotions que nous procurent les crises, ben, ça nourrisse quelque chose. Peut-être que Barbara, si elle n'avait pas été dépressive, peut-être qu'elle n'aurait pas fait ces si belles chansons. Donc les émotions, c'est de l'énergie. Faisons-en quelque chose. Donc essayez d'avoir un mindset positif, c'est pour ça que je fais le cahier d'opportunités. La cohérence cardiaque, on en a parlé. Soigner son sommeil, parce que beaucoup de souffrances sont dues au fait qu'on est fatigué, on manque de sommeil. Et il y a beaucoup d'anxiété qui disparaissent si le sommeil est meilleur. Attention à la machine à comparer, parce que la machine à comparer, elle est toujours déséquilibrée, parce qu'on compare la vitrine des autres avec notre arrière-cuisine. Alors, on n'est pas au courant des poubelles des autres. Et dans les réseaux sociaux, on met que ce qui marche, jamais ce qui ne marche pas. Donc, la machine à comparer, c'est un truc forcément pour ne pas être bien. Prendre des pauses de nos activités électroniques, toujours pareil, parce qu'il y a le blabla des conversations sur les réseaux sociaux. On a le droit de s'éloigner des choses qui ne nous font pas de bien, des gens qui ne nous font pas du bien, pour se faire des cadeaux, parce que comme dit la pub, on le vaut bien. Et puis, sortons de la performance et du résultat pour se dire que chaque jour, on fait le mieux que l'on peut. Et le mieux que je peux aujourd'hui n'est pas le mieux de demain ou d'hier. Hein, c'est l'un des 4 piliers des accords Toltec. Donc voilà, d'autres choses aussi. Bon, il y en a certains que j'ai dit pour préserver notre santé mentale. Hein, dire merci, prendre le temps de lire, de vagabonder dans les livres. La nature, on l'a vu. Valoriser les petites joies du quotidien, hein, se faire des cadeaux, des choses qu'on aime. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Prescrivons-nous les choses qui nous font du bien. Passer du temps avec ses proches, parce que nous sommes des animaux grégaires. Donc, on a besoin de liens sociaux. Donc, je vous disais, il y a une sorte, pour sortir de la crise avec force, il faut aller encore plus avec urgence dans la vie. Il faut dévorer la vie. Hein, il faut mettre de la couleur dans sa vie. Et l'humain est la porte de sortie. Plus on musclera notre humanité par tout ce que je vous ai raconté, plus finalement on se sentira mieux et on se sentira mieux avec les autres. Puis il faut savoir se consoler, se prendre dans les bras. C'est quelque chose qu'on a oublié, se consoler. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, cette dame-là, c'est Amma. Amma qui serre des millions de gens dans les bras. Se serrer dans les bras, c'est quelque chose qui fait du bien. Hein, moi, je demande à toutes mes patientes le soir chez elles, quand elles rentrent du travail, de se faire serrer dans les bras par son mari. Et à tous les maris, les hommes, je leur dis, n'oubliez pas de serrer vos femmes dans les bras.
Ce contact, ce recompatage qu'on se fait, ça fait beaucoup de bien. Toujours dans ma balance émotionnelle, on agit sur le corps. Et la crise est une force créatrice. Donc, c'est la possibilité d'utiliser cette énergie, de nous stimuler pour inventer des choses. Alors certes, on ne va pas se jeter comme ça dans ce futur, on avance pas à pas, chaque jour, on essaye de faire quelque chose de différent, mais c'est une opportunité de créer. Il y a plein de choses qui sont créées dans les crises. Je vous rappelle que Marie Curie a inventé les voitures qui faisaient de la radiologie pendant la Première Guerre mondiale. Elle a permis de faire un gain énorme grâce à cette crise. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre la Première Guerre mondiale, mais c'est tout ça pour vous dire que chaque chose est source d'opportunité. Donc profitons-en pour être créatifs avec ce qui nous arrive. Et puis, c'est une histoire de regard, les choses. Toute chose, c'est une histoire de regard. Et selon la façon dont on regarde les événements, ce qu'on vit, ça ne donne pas exactement la même chose. Et ça, c'est très clownesque de voir dans une boîte que c'est un château, un donjon, un avion, une forteresse, une base secrète. Le clown, il joue du regard. C'est pour ça que le premier commandement du clown, c'est de se dire « tout va bien ». Parce que pour lui, tout est une opportunité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le clown, parce qu'il nous montre cette urgence de vivre. Parce qu'un clown, quand il n'est pas bon, on dit qu'il est mort sur scène. Donc il joue sa mort à chaque instant. Mais c'est pour ça qu'il est dans cette urgence de vivre dont je vous parle. Alors, une autre manière d'être dans la créativité, moi ce que j'aime beaucoup, la thérapie ACT version entreprise, c'est ce qu'on appelle la design attitude. C'est d'être dans une démarche d'innovation. Je vous conseille ce livre, il est vraiment extraordinaire. C'est de l'acte, l'air de rien. Et on sort des pensées yaka-photon, des jugements, des il faut, je dois, des peurs et des attentes, pour essayer d'innover, de faire des prototypes. Et que ça marche un prototype ou que ça ne marche pas, c'est toujours une chance d'apprendre. Donc chaque jour, soyons un prototype de nous-mêmes pour le lendemain. Pour innover et apprendre de nous, de nos expériences. Et toujours pareil, dans toute chose, il y a une manière d'apprendre. Un grand classique de la design attitude, c'était les ingénieurs de 3e, ils voulaient inventer une super colle. Ils ont inventé une colle de merde. Donc ils ont inventé les post-it. Vous voyez, dans toute chose, les sœurs Tatin, elles ont merdé, elles ont fait tomber leur tarte Tatin, elles ont inventé la tarte Tatin. Donc dans toute chose, il y a des opportunités. Christophe Colomb, il pensait découvrir les Indes, il a découvert l'Amérique, c'est pas si mal non plus. Donc c'est se dire qu'il y a toujours des opportunités dans chaque chose. Donc dans le design thinking, c'est laisser tomber les objectifs, les résultats, pour se lancer dans l'innovation et en apprenant, en faisant. Donc c'est de sortir de la plainte de tout ce qui nous arrive, de toutes ces crises, pour se dire on va retrousser les manches et on va essayer des trucs, on va inventer des choses, et c'est comme ça qu'on sortira avec force et qu'on en fera d'une opportunité de tout ce qu'on vit qui s'impose à nous. Une autre manière je vous passe 2-3 diapos un peu ludiques comme ça, au lieu d'être dans la réaction, c'est d'être dans la création. Et puis il faut créer son chemin de vie. Et j'aime bien cette phrase, le premier pas ne t'amène pas où tu veux, mais il te sort de là où tu es. Donc le piège, c'est le F de freeze, c'est d'être figé et d'être bloqué sur soi. Donc voilà, même si c'est difficile, on fait pas après pas. Alors, vous avez vu mon nom de famille, je suis breton. Alors comme je suis breton, je me moque des Normands. Et j'aime bien cette métaphore qui dit que quand on veut se baigner en Normandie, au début elle est froide, après elle est bonne. Et donc beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. Le premier pas nous met dans... C'est pas toujours confortable d'emblée. Mais il faut savoir s'engager pour trouver la vie bonne par la suite. Donc, c'est vraiment cultiver cette force créative qui est en nous. Et moi, j'adore cette maxime de clown, regardons la réalité en farce. Et le clown est un pierrot qui tournoie dans la nuit. S'il est ridicule, ce n'est pas d'être vrai,
Ce n'est que d'être vrai, ainsi la vie n'est qu'une farce dont on rit entre amis. Ben, finalement, ça pose des questions philosophiques sur la vie. Certes, il y a toutes ces choses-là, mais voilà, c'est un grand terrain de jeu, la vie, où on peut être le héros de sa vie, et malgré tous ces crises, malgré tous ces aléas. Et moi, j'ai une certaine sensibilité, notamment pour les films de Costa Rica, où il se passe beaucoup de choses, vraiment des fois ça secoue sec, et ils sont dans une force de vivre dans le film. Notamment, j'aime beaucoup Chat Noir, Chat Blanc, ce film-là, où on les voit qu'ils sont pris par cette envie de dévorer la vie. Mon ordonnance de médecin, qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit, donc c'est bouger son corps, manger des aliments réels, parce que les aliments industriels augmentent le pouvoir inflammatoire et nous jouent des tours. Prendre soin de sa fatigue et s'offrir des opportunités de sommeil. On a perdu depuis la Deuxième Guerre mondiale 1h30 de sommeil. Cultiver son réseau social. Cultiver la pleine conscience de soi dans nos actions du quotidien. Diminuer les toxines. Poser des actes significatifs, donner du sens à ce qu'on fait. Et pratiquer la compassion. On fait le mieux que l'on peut et les gens autour de nous font le mieux qu'ils peuvent. Et puis, quand c'est trop dur dans les crises, il faut savoir se faire accompagner par des professionnels. Parfois, c'est nécessaire, des psychologues, des psychiatres. Et moi, j'aime bien dire que le métier de psychothérapeute, c'est un métier de Sherpa qui est là pour nous accompagner, pour nous aider à avancer, parce que des fois, la charge est trop lourde pour avancer. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et ce travail de psychothérapeute, c'est un travail d'artisan. On s'ajuste à chacun. Il n'y a pas de méthode unique pour tout le monde. Et puis, une autre manière de dire pour l'instant, c'est de se dire, s'il n'y a pas de demain, as-tu été heureuse aujourd'hui? Vérifiez, est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de demain, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être le plus heureux possible aujourd'hui, pour ne pas avoir de regrets. C'est presque un truc nietzschéen. Nietzsche disait qu'à la fin de sa vie, si on devait refaire sa vie dans le même contexte, on ferait exactement les mêmes choix. Voilà. J'arrive à la fin. Je vous remercie. S'il y a des choses qui vous ont plu dans ce que je vous ai raconté, j'ai un Facebook à mon nom. Je mets beaucoup de choses pour mes patients. Pour tout ce qui touche l'entreprise, parce que j'interviens beaucoup en entreprise, je mets ça sur mon LinkedIn. J'ai un blog qui s'appelle le blog à Palabre. Allez voir l'association S'asseoir ensemble que j'ai créée. L'association S'asseoir ensemble, c'était il y a quelques années, on regardait des gens méditer sur une vidéo à New York avec Yasmine Liénard, justement. Et puis on s'est dit, c'est génial d'aller méditer dans la rue à New York. Et c'était l'époque des nuits debout ici. Donc on s'est dit, on va faire le jour assis. Et c'est une idée d'happening. Dans cette époque, on est dans le faire. Est-ce qu'on peut s'offrir un instant pour être juste là? Et il y a des vidéos qui sont assez incroyables qu'on a faites sur le site. On a médité à la Défense, au boulevard Saint-Germain, tout ça. Et vraiment, ça change de perspective de s'asseoir et d'arrêter de courir. Et puis, avec le confinement, on a créé avec des amis un Facebook qui s'appelle Présence, où 2 fois par jour aujourd'hui, vous avez des méditations gratuites. On est toute une équipe à proposer des méditations. Et ces méditations sont... c'est un nouveau truc qui est ni comme les groupes de MBSR, MBCT où on apprend la méditation, ni comme les applications téléphoniques, parce que c'est en direct live, on peut les écouter en replay, puis on peut aussi mettre des commentaires, échanger des choses. Donc on s'est rendu compte que ça avait répondu à un besoin. Et puis j'ai voulu vous mettre cette diapo, savoir se contenter de ce qu'on a, c'est être riche. Et c'est peut-être ça la clé du bonheur. Et puis, peut-être c'est comme ça qu'on sortira avec force de la crise. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et puis je suis à votre disposition pour des questions, des échanges et des palabres. Alors, CARE, c'est la plateforme de téléconsultation où je consulte, où j'ai des patients de toute la France, même de l'étranger, parce qu'on oublie que nos enfants sont aussi des étudiants qui partaient avant en Erasmus, tout ça. Et quand on est en Islande, au Japon, tout ça, moi j'ai eu des patients comme ça, des fois on est un peu seul. Et c'est bien de pouvoir trouver un psychothérapeute qui parle français
Et, donc, et puis des fois, quand on bouge dans notre activité professionnelle, bah, c'est bien aussi de pouvoir continuer à avoir un psychothérapeute. Et puis des fois, quand on travaille, on n'a pas forcément le temps d'aller voir le psychiatre parce que quand on est cadre, on a des agendas très lourds. Et ça répond finalement à une nouvelle sociologie, une nouvelle géographie des patients. Et ça s'est développé beaucoup avec le Covid. Mais finalement, moi, je trouvais ça pas mal parce qu'en consultation, on avait le masque. Et là, en téléconsultation, on n'a plus de masque. Donc, même si aujourd'hui, on n'a plus de masque pour l'instant. Mais c'est une belle opportunité. Et c'est aussi une manière de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Comment vous sortez de la crise avec force? Donnez vos trucs et astuces. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de mon livre « Débranchez votre mental » où je dis que le marin en mer, il ne se pose pas la question de s'il va arriver à bon port. Parce que s'il se pose la question s'il va arriver à bon port, c'est comme ça qu'on se noie. Il adapte la voilure aux circonstances et il avance vague après vague en se disant « j'arriverai toujours quelque part ». Et en effet, la voile, c'est une très belle métaphore. Ce n'est pas que les hôpitaux psychiatriques, hein. Ça fait 40 ans qu'on a une gestion administrative et comptable de la santé, alors qu'on sait ce qui soigne, c'est l'humain. Et notre système de santé, l'une des prochaines crises probables, c'est quand même notre système de santé qui risque d'être très abîmé. Oui, qui est déjà très abîmé. D'ailleurs, excusez-moi de parler des livres, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Médecine en danger, qui va nous soigner demain ». Parce que c'est un vrai problème, ce sujet-là. Et voilà, parce que non seulement le système va mal, mais on a cassé la motivation de tout le monde. Parce que, pour résumer, une image qui marche bien, pour résumer ça, c'est que du fait de cette gestion administrative et comptable de la santé, ça crée un conflit parce qu'on forme les soignants, et notamment les médecins, comme des généraux, et on les emploie comme des troufions. Donc ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas quoi vous répondre, mais un exemple que j'aime bien, c'est de dire si on veut faire construire un bateau à des gens, il faut leur raconter les voyages qu'ils peuvent faire avec. Hein, c'est-à-dire qu'il faut essayer de donner de l'envie, du rêve, et puis du sens. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que si on donnait du sens aux salariés, ils étaient prêts à faire baisser leur niveau de salaire pour retrouver du sens. Donc c'est surtout ça, c'est de donner du sens. Hein, et à faire attention au bullshit travail. Et souvent, il y a beaucoup de boulots qui ont perdu du sens. Et notamment dans la santé, dans l'éducation nationale, dans la police, dès qu'on est dans le chiffre, on perd le sens de son travail. Parce que il a fallu rationaliser le travail pour être plus dans des normes ISO, dans des choses comme ça, mais en rationalisant le travail, on est devenu des ingénieurs, on a perdu le côté artisan qui est nécessaire au travail. Parce que quand on travaille, on met de son cœur, on met un peu de soi. Et si on est trop dans la norme, on perd ça. Et donc le balancier est passé trop d'un côté. Moi, je suis un garçon, donc l'une de mes références liées à mon âge, c'est Rahan. Et il y a un dessin de Rahan que j'adore. On voit Rahan en train de dominer une sorte de grosse bête, un gros dinosaure, et il y a un villageois qui demande « Mais vous n'avez pas eu peur ?» Et Rahan il dit « Si, j'ai eu peur. » Mais la différence, ce n'est pas le fait d'avoir peur, c'est entre la lâcheté et le courage. Et que dans la vie, ça demande du courage. Et ce n'est pas facile. Et on ne nous apprend pas, ça s'entraîne le courage. Et puis le courage, c'est comme se baigner en Normandie. Des fois, il faut avoir un peu de courage pour se baigner en Normandie. On la trouve froide et après on la trouve bonne. Et donc il faut accepter de vivre quelque chose de désagréable, d'inconfortable. On ne peut pas avoir tout de suite bénéfice. Donc être en bonne santé, c'est quand même avoir du courage pour faire tout ce que tu nous demandes de faire. Tout à fait. La première chose, c'est le courage. Je ne dirais pas exactement comme ça. Ce qu'on dit dans la design attitude, on dit qu'il faut avoir des intentions et le faire avec bonne volonté. Et déjà de définir ses intentions et pas se laisser flotter dans la vie comme un bouchon. Hein, vraiment s'engager, surfer, faire ce qu'il faut. Et c'est parce qu'un être humain, c'est comme un jardin. C'est parce qu'on jardine sa vie, qu'on plante des graines. On ne sait pas tout ce qui va pousser, mais c'est en plantant des graines, en faisant ce qu'il faut chaque jour, qu'on va mieux. Et comme un jardin, si on ne fait rien, à un moment donné, ça tombe en friche. Donc c'est qu'est-ce qu'on jardine chaque jour.
Mais c'est tout un travail de savoir décompresser le soir, débrancher le mental. Et puis, le sommeil, c'est aussi un objet de performance. Or, le sommeil, c'est un animal farouche qui déteste les pensées. Donc, si je me pose la question, est-ce que je vais bien dormir? Ça me fait penser que peut-être je ne vais pas bien dormir. Donc, je crée de la pensée et le sommeil, il fuit. Et dans notre société de normalisation, on a tendance à normaliser le sommeil. Il n'y a pas de bon sommeil. Le seul indice, c'est de regarder si le matin, on est apte à faire ses activités. Et on en fait un objet de performance, un objet de normalisation. Et cette pression qu'on se met nous empêche de dormir. Et puis, il y a à travailler tout le rituel pour s'endormir. Et puis, le sommeil se travaille dès le matin. Parce que si vous levez rapidement, vous ne prenez pas votre petit déjeuner, rapidement, vous allez vite au travail, vous arrivez chiffonné au travail, chiffonné de votre sommeil, vous êtes mal fichu, dans le désordre le soir, vous ne prenez pas le temps de décompresser, ben forcément, vous dormez mal. Ouais. Et donc, c'est parce que le sommeil, ça va bien, parce qu'il y a un grand différentiel entre la journée et le soir. Et donc, pour bien préparer le sommeil, il faut rire, il faut vivre, faire des choses qu'on aime. Plus on est dans la vie, plus on est dans ces urgences de vie, plus on va mieux. Et puis, c'est notre machine à juger qui... Le clown, dans le clown, on travaille que si on n'en fait pas un problème, ce n'est pas un problème. Et malheureusement, on fait plein de problèmes de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on est stressé. Et d'ailleurs, je vais vous donner un premier outil. Supprimez le mot stress de votre langage. Parce que le mot stress, ça fige. Ah, je suis stressé. Trouvez d'autres mots équivalents. J'ai besoin de m'adapter. Ça m'éprouve. C'est inconfortable. Parce que ça donne des verbes d'action pour pouvoir négocier, surfer au mieux ces événements de vie. Puis si ça vous intéresse, allez sur Petit Bambou et puis écoutez le cycle de méditation Sommeil serein qui vous aidera peut-être à favoriser le sommeil. Ouais, c'est important pour que les enfants s'ennuient, parce que ça permet de vagabonder tout ça. Et ça me fait penser aussi, j'avais un copain africain qui aimait bien me taquiner, qui me disait « Vous les Blancs, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressés de mourir. » Donc, essayons de ralentir. C'est pour ça qu'il y a ce happening de s'asseoir ensemble. Est-ce qu'on peut s'offrir un instant pour être juste là, simplement là, dans la présence et curieux de l'instant présent? Alors, le dernier ouvrage que j'ai écrit, je l'ai écrit avec Jeanne Siofachin. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Siofachin, c'est celle qui parle des zèbres, qui a inventé ce terme-là. Pendant le confinement, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas se voir, on va s'écrire. Et donc, on a fait un livre de correspondance qui s'appelle « Grandir, vivre, devenir », qui se balade entre la naissance jusqu'à la mort, tout en parlant de la vie, de nous, de plein de choses. Et c'est une balade dans toutes ces questions existentielles. Et puis si vous avez un peu de courage, le 12 avril, je sors un livre qui s'appelle « Guide pratique de survie en cas de crise ». Je suis désolé.